Jérémy, un jeune Français qui vient de parcourir près de 181 000 kilomètres. Bonsoir Jérémy Marie. Bonsoir. Il a traversé 71 pays, le tout, tenez-vous bien, avec moins de 10 euros en poche chaque jour. Un périple extraordinaire. Jérémy Marie, bonsoir, bienvenue Bonsoir. sur ce plateau. Donc aujourd'hui on va accueillir Jérémy Marie qui a fait 180 000 km de tour du monde en autostop. Juste avant de commencer, il y a un lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus pour faire partie de mes contacts et être tenu au courant dès qu'il y aura une nouvelle interview comme ça. Donc Jérémy, toi tu as fait 180 000 km de tour du monde en autostop, donc sans dépenser un seul centime. Donc ça a duré 5 ans et 5 ans et demi et tu as fait 71 pays que tu as visités. Est-ce que c'est ça? C'est exact? C'est ça, ouais, dans la description. Ouais. My name is Jeremy Marie. I'm a French citizen and I'm currently doing a world tour by hitchhiking. So far I crossed Europe, Middle East, Africa, across the Atlantic Ocean on the way to Panama. And from Panama I went up to North America, to Alaska. And from Alaska I went back down to South America, to Chile, where I am now. I am doing this trip because this is my dream to travel the world. I want to see new things. Du coup, avec ces 180 000 km, comment on part? Dans quel état d'esprit on part? Dans quel état d'esprit on revient? Et est-ce qu'on peut, quand on revient après 5 ans et demi de tour du monde, reprendre une vie normale, genre métro, boulot, dodo? À partir... Le départ et le retour, effectivement, sont deux choses complètement différentes parce qu'on part sans savoir sur quoi on va tomber, sur ce qu'on va apprendre, sur ce qu'on va découvrir. On part avec quand même des appréhensions, un peu de peur aussi. On ne sait pas vraiment si on s'embarque dans quelque chose de dangereux. A priori, si on suit un petit peu les médias de masse, oui, on va affronter notre propre mort qui nous attend au coin de la rue. Ouais. Mais finalement, ça s'évapore assez rapidement. On se rend compte très rapidement que les gens qu'on rencontre sont des gens normaux, qui ont des modes de vie qui sont tout à fait simples pour la plupart du temps et qui veulent simplement rencontrer quelqu'un qui peut paraître d'exotique pour eux. Donc ça, c'est les premières appréhensions. Le départ, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut lâcher tout derrière soi, il faut lâcher sa famille, sa situation peut-être stable ou un peu moins, ses amis, sa petite amie si on en a une, donc oui, il y a beaucoup. Ouais, et du coup, est-ce que quand tu as eu ce projet, déjà qu'est-ce qui a déclenché pour toi d'avoir ce projet de partir? C'était un rêve que tu avais et à un moment donné tu t'es dit c'est bon, je le réalise, ou tu l'avais préparé déjà bien à l'avance? Je suis pas vraiment parti sur un coup de tête. J'ai préparé pendant un an. C'était essentiellement faire des économies parce que bon, c'était l'aspect un peu financier pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc c'était la chose la plus importante déjà avant de partir, d'avoir un petit peu d'argent, des économies. Donc le temps que j'ai réalisé ça, ces économies-là, ça m'a permis d'affiner un petit peu le projet. Alors il fallait pas beaucoup de choses au niveau matériel. J'avais prévu de le faire en autostop ce voyage-là, donc un sac à dos. Tout ce qu'il me fallait. Par contre, en savoir un petit peu plus sur les visas, lire des récits de voyage, comparer avec des personnes qui l'avaient déjà fait avant moi, donc pour être préparé plus ou moins psychologiquement. Ouais. Donc simplement ça, ouais. D'accord. Et du coup, quand t'es parti, est-ce qu'il y en a qui ont dit, t'es complètement cinglé, ton entourage t'a dit, mais où est-ce que tu t'embarques? On va jamais te revoir, etc. Et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit fais pas ce truc là, c'est un truc de fou? Non, pas aussi catégoriquement. Ouais. J'ai eu évidemment des personnes qui ont douté, qui me l'ont pas dit directement, mais sur lesquelles je sentais que c'était peut-être une idée un peu, on va dire, saugrenue de partir dans des aventures comme ça. Ouais. Et du coup, quand tu as décidé de faire tout ça finalement en autostop, donc le but c'était de pas dépenser un seul centime en transport, c'est ça? Et donc est-ce que tu t'es dit à un moment, donc tu es parti de Caen, il me semble, de ta ville, est-ce que tu t'es dit je vais jamais dépasser Paris parce que jamais personne va vouloir me prendre sur tout un tour du monde en autostop?
Non, parce que j'étais aussi préparé, donc je l'ai pas mentionné, mais j'avais déjà fait un tour de France et un tour d'Europe en stop, essentiellement en stop. Donc je savais que le mode de transport, lui, fonctionnait. À savoir si j'allais arriver à dépasser l'Europe, là c'était la grande question, mais Ouais. non, j'avais pas vraiment de doute sur ce. J'avais peut-être des doutes plus à mon niveau, de savoir si moi je serais capable de partir aussi longtemps sans revenir à la maison, si je pourrais subvenir à mes besoins quotidiennement. C'était surtout ça la grosse question. Et du coup, j'ai vu un moment, j'ai regardé un peu ton itinéraire et j'ai vu un moment donc de Bali jusqu'en Australie, je crois, tu mentionnes que tu as fait de l'avion stop. Mhm. Et du coup, bah, moi, j'ai pas vraiment, enfin, je suis pas familier à ce concept-là. Du coup, ça consiste en quoi? C'est genre que tu te mets sur la piste de décollage et t'as ton pouce comme ça? C'est comment en fait, du coup, l'avion stop? Ouais, l'avion stop, bah, c'était un peu, ouais, un peu différent. Ouais. Je me suis pas mis sur la piste avec le pouce, effectivement, mais en fait, il m'a fallu contacter la bonne personne dans la bonne compagnie. Ce qui veut dire que j'ai dû passer plusieurs journées, plusieurs semaines même, à envoyer massivement des emails à toutes les compagnies d'avion, donc à essayer de toucher la personne décisionnaire dans chaque compagnie. Donc évidemment, j'ai pas l'email du PDG de toutes les Ouais. compagnies d'avion, des compagnies aériennes, mais bon, j'avais plus ou moins inventé, hein, donc j'avais mis le nom, le prénom et puis la terminaison, la compagnie aérienne. Et j'ai essayé 10 ou 15 combinaisons possibles et l'une d'entre elles était bonne pour l'une des compagnies. Et le PDG donc s'appelait Tony Fernandez, c'est le PDG de Air Asia en fait, qui a reçu cet email-là et qui m'a répondu positivement. Donc un jour plus tard, je recevais le billet d'avion gratuit. Ah ok ouais. Et du coup bah, t'as mis combien de temps pour réussir à avoir ce billet? C'était pas si long, je crois, pour le billet d'avion. Ça a dû prendre une semaine. Ah non, 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 j'ai des bêtises. Non, ça a pris beaucoup plus de temps que ça. Je me rappelle plus exactement, mais ça a dû prendre presque un mois. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque traversée d'eau que je voulais faire en stop, donc que ce soit du bateau, du voilier, du cargo ou de l'avion, ça prenait beaucoup de temps, de blocage, de recherche. Donc l'avion, ça n'a pas été le plus long. Le plus long, c'était un cargo que je cherchais de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Australie. Exactement la même technique, envoyer des centaines d'emails à la bonne personne. Et ce qui prend du temps, c'est de connaître qui contacter et d'arriver à la contacter, cette personne-là. Et du coup, est-ce qu'à un moment, tu t'as manqué d'argent? Enfin, je sais pas quel budget tu avais, par exemple, à chaque fois que tu attendais d'un endroit à l'autre. Est-ce que tu as eu des problèmes comme ça d'argent parce que tu n'avais peut-être pas prévu d'attendre entre un endroit et un autre? La question financière, ouais, ça n'a pas été vraiment un problème. J'ai économisé avant de partir. J'ai économisé à peu près 9000 euros Ouais. qui m'ont duré 4 ans. Donc on peut vivre avec très peu si on veut vraiment sur la route. Une fois que je suis arrivé en Australie, il me restait plus grand chose, mais j'attendais justement ce pays-là pour pouvoir retravailler sur un visa vacances-travail. Donc le travail était assez facile à trouver. J'y suis resté un petit peu, la paye était très bonne, ça m'a permis de rééconomiser juste pour la fin du travail. Donc au final, j'ai travaillé sur place pendant le voyage seulement 3 mois. Donc, par contre, j'ai travaillé un petit peu avant. Bon, j'ai fait des sacrifices au niveau du confort, évidemment. Donc je payais pas le transport, je le faisais en autostop, je dormais là où je pouvais, chez l'habitant. Parfois, ça m'arrivait de dormir dehors. Mais c'est vrai que ça coupe une grosse partie du budget. Et puis après, on arrive dans des pays qui coûtent pas grand chose pour la nourriture. On peut manger avec 1 euro par repas. Donc, est-ce que tu as travaillé vraiment dans certains pays ou est-ce que c'était plutôt un échange de services? Par exemple, tu faisais la bouffe, tu donnais des petits services comme ça, tu lavais le linge ou faire ça et en échange, ils t'offraient par exemple un gîte ou ils t'offraient un transport comme par exemple quand tu as fait du bateau stop où tu proposais tes services en échange d'une traversée. C'était plus comme ça par échange de services que tu as pu faire. Ouais. Tout à fait, c'était souvent une forme de troc. J'essayais de pas inclure vraiment, pas monétariser les échanges, parce que là on perd un petit peu dans le sens vrai du relationnel. Donc ouais, par exemple c'est un bon exemple, la traversée des océans. En échange de mon travail, de prendre les gardes de nuit, de faire la cuisine, de laver le voilier, j'avais un passage gratuit par exemple du Cap en Afrique du Sud jusqu'à Panama.
Bon, après, il faut Ouais. savoir que c'était des convoyages, donc les capitaines cherchaient des équipiers qui proposeraient exactement la même chose. Mais bon, c'est ça, c'est une forme de troc en fait. Il n'y avait pas de transaction financière à aucun moment. Hmm. Et du coup, sur tout ce tour du monde, donc sur ces 5 ans et demi, c'est quoi vraiment la pire galère? Si t'as peut-être quelque chose qui te revient en premier, le pire truc, tu t'es dit, je l'ai vécu une fois, je serais content de jamais revivre cette situation-là. Pour la pire histoire, ce qui permet aussi de comprendre un petit peu le monde d'aujourd'hui, c'était au Venezuela. Bon, j'arrivais en fait dans la capitale, à Caracas, un peu presque de nuit, mais j'avais un hôte, donc une personne qui allait m'accueillir. Et, donc on rentrait tout simplement chez lui, on était à une rue de chez lui, et puis donc on a une moto de police qui arrivait vers nous avec 2 policiers dessus. Et ils ont commencé à nous demander nos papiers d'identité, ils ont fouillé nos sacs. Donc en fait, ils cherchaient tout simplement ce qu'ils voulaient eux, puisqu'une fois qu'ils avaient trouvé, c'est-à-dire mon ordinateur, son téléphone, un petit peu d'argent, ils nous ont braqué avec leurs armes Ouais. Puis bon, après, nous le dit franchement mais c'était vraiment la police, hein, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui au Venezuela, malheureusement. C'est un pays qui est très très corrompu, qui a un niveau de sécurité très bas. Donc oui, effectivement, ça fait peur sur le moment, et on se dit que, parce qu'on sait aussi que c'est un pays qui est dangereux et que les policiers n'hésitent pas à utiliser leurs armes non plus, donc que si je voulais faire un geste un peu trop brusque pour récupérer mes biens, j'aurais pu me prendre une balle tout simplement. Hmm. Et du coup, après, pour récupérer ton ordinateur, enfin tout est bien, t'as dû tout racheter, ça a tapé dans tes économies ou comment ça s'est passé? L'ordinateur portable, ouais, j'en ai racheté un en Colombie, je crois. Effectivement, c'est une dépense, je veux dire nécessaire quand même, parce que l'ordinateur, au-delà du coût, ça m'a permis aussi de trouver l'hébergement beaucoup de fois grâce à des sites comme Couchsurfing. Et d'avoir un ordinateur avec moi, c'était aussi parfois un passeport pour trouver un hébergement. Hmm. Et du coup, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, il se dit je veux faire un tour du monde, je veux faire comme Jérémy, faire un tour du monde en autostop, ça serait quoi, toi qui l'as fait, du coup, le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait faire ce que toi tu as fait? Ouais, c'est outrepasser ses peurs au début, sortir un petit peu du carcan de la société. C'est vrai que ça fait peur de sortir du chemin normal. Donc voilà, de tout repasser ça, d'y aller franchement, de se mettre au bord de la route et de voir déjà si ça vous plaît. Mais une fois qu'on est sur la route, on ressent cette émotion-là, c'est ce sens de liberté, d'aventure, de découverte, d'y aller tout simplement, hein. De ne pas y avoir peur. En avoir peur. Hmm. Ok, merci beaucoup Jérémy. Du coup, toi, tu as un site web et tu as aussi écrit un livre sur tout ton parcours, enfin sur tout ce voyage. Du coup, si tu veux, je pourrais mettre le lien dans la description pour que les gens puissent le voir. Donc, je crois qu'il est sur Amazon, et puis je pourrais mettre le lien éventuellement de ton site aussi, si tu veux. Merci, oui. Ouais. Et du coup, je sais pas, est-ce que tu as des personnes comme ça peut-être à me conseiller, avec qui je pourrais faire une interview, ou enfin par exemple qui vivent par exemple sur le web, ou qui ont fait un tour du monde un petit peu atypique comme ça? Je sais pas si tu as une idée, 1 ou 2 personnes comme ça que tu pourras me donner plus tard peut-être. Je peux te citer une liste, et il y en a beaucoup des gens qui... il y a Ludovic Hubler qui m'a inspiré avant de partir, qui fait le tour du monde en stop. Il y a aussi André Brogirou qui lui l'a fait dans les années 60-70. Il est vraiment des grands auteurs. Après, des gens spécialisés sur l'autostop, on a une québécoise, elle s'appelle Annick Marie Bouchard, elle est beaucoup plus présente sur le web aussi. Ouais. Club stoppeuse, c'est plus de l'autostop au féminin. Ouais. Ça peut être intéressant parce que du coup ça ouvre aussi un axe sur des questions qui reviennent souvent. Est-ce qu'une fille peut faire ce genre de voyage là? Elle prouve que oui. T'en as une autre qui est en train d'en faire en ce moment, Florence Renaud elle s'appelle. Il y en a beaucoup, ouais.
J'imagine, tu connais énormément de personnes comme ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jérémy. Encore une fois, si vous voulez faire, il y a un lien en dessous, vous pouvez faire partie de mes contacts pour avoir d'autres interviews comme ça qui sont vraiment très inspirantes et passionnantes. Et du coup, bah regardez aussi le livre de Jérémy et son site web. Donc je te remercie Jérémy, et puis bah écoute, à très bientôt. Merci beaucoup.